Salut à tous et bienvenue. Installez-vous confortablement car aujourd'hui on ne va pas simplement parler de voitures. On va parler de la fin d'une époque. Vous avez peut-être vu passer ces titres alarmistes ces derniers jours sur la chute des ventes. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde réalise l'ampleur de ce qui est en train de se jouer. Ce n'est pas juste une mauvaise année, c'est un changement de civilisation. Pour le dire brutalement, la France est en train de subir ce que j'appelle l'effet Havane. Vous voyez Cuba ? Ces rues remplies de vieilles américaines des années 50 que l'on répare à l'infini parce qu'il est impossible d'en acheter des neuves ? Eh bien, regardez nos routes, regardez le parc automobile français. Nous y allons tout droit. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce crash historique. Nous allons voir pourquoi l'État est en train de perdre des milliards en voulant en gagner des millions, pourquoi des géants comme Renault font marche arrière sur l'électrique, pourquoi Ineos est au bord du gouffre et pourquoi la nouvelle Fiat 500 hybride est le symbole absolu de cette absurdité ambiante. Et bien sûr, on finira par une note un peu plus passionnelle avec Audi, histoire de se rappeler pourquoi on aime l'automobile. Allez, on attaque le dossier. Si vous avez l'impression que les concessions automobiles sont vides, ce n'est pas une illusion d'optique, une étude glaçante vient de tomber, réalisée par Mobiliance. Le constat est sans appel, le marché automobile français vit une véritable descente aux enfers. Tenez-vous bien, d'ici la fin de l'année 2025, les immatriculations de voitures neuves devraient de plafonner à peine à 1,6 million d'unités. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une chute libre de 27% par rapport à l'année de référence 2019. C'est colossal, mais le chiffre qui fait vraiment mal, le chiffre qui doit nous réveiller, c'est celui-ci. Pour retrouver un marché aussi déprimé, aussi bas, il faut remonter à 1972. Vous vous rendez compte ? On est revenu plus de 50 ans en arrière. Jamais en un demi-siècle, le marché n'avait autant décroché. Mobilian note que chaque année, nous perdons entre 14% et 26% de volume par rapport à l'avant-Covid. Et ne pensez pas que ce sont juste les entreprises qui gèlent les budgets. Non, cette baisse est visible partout chez les gestionnaires de flotte, mais aussi et surtout chez les particuliers, les gens comme vous et moi. Alors pourquoi ? Pourquoi les Français qui aiment la bagnole ont-ils arrêté d'en acheter ? La réponse tient en deux mots qui sont devenus le cauchemar de l'industrie. Le millefeuille fiscal, c'est une spécialité bien française. On empile les taxes, on a le malus CO2 classique. On y a ajouté le malus au poids, parce que pourquoi faire simple ? Et on saupoudre le tout avec des taxes sur les avantages en nature et le verdissement des flottes. Le calcul de l'État était simple, peut-être trop simple. On va taxer le thermique et l'hybride à mort et les gens seront obligés d'acheter de l'électrique. Sauf que ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. La réalité, c'est que la voiture électrique ne correspond toujours pas à tous les usages, que ce soit pour des questions d'autonomie ou de prix. Résultat, les Français se retrouvent coincés. Ils ne peuvent pas acheter de thermique ou d'hybride à cause des malus délirants et ils ne veulent pas ou ne peuvent pas acheter d'électrique. La conséquence est brutale. Ils n'achètent plus rien du tout, ils gardent leur vieille voiture. C'est le fameux effet Havane dont je vous parlais. Le parc vieillit. Les vieux diesels d'il y a 15, 20 ou 30 ans restent sur la route, ce qui est, comble de l'ironie, une catastrophe pour l'écologie que ces taxes étaient censées protéger. Et là, on touche au sublime de l'absurdité administrative. L'État s'est tiré une balle dans le pied. Certes, Bercy a récupéré environ 694 millions d'euros de malus en 2025 et vise peut-être le milliard prochainement. Bravo! Mais comme les ventes se sont effondrées, l'État a perdu une manne financière bien plus importante. La TVA sur chaque voiture non vendue, c'est 20% du prix qui ne rentre pas dans les caisses. On estime que sur les 4 dernières années, ce manque à gagner en TVA s'élève à 4 milliards d'euros. Vous avez bien entendu. Pour gagner quelques centaines de millions de malus punitifs, l'État s'est assis sur 4 milliards de recettes fiscales. Le système est perdant pour tout le monde, constructeurs, clients et même le trésor public. Et le pire, c'est que la machine infernale ne s'arrête pas.
Pour 2026 et 2027, ils préparent encore de nouvelles taxes. La cible maintenant, les hybrides rechargeables et les hybrides simples, c'était sans doute pourtant les véhicules de transition, la voie raisonnable. Mais non, il est prévu que les recettes du malus bondissent de 35% l'année prochaine en tapant sur ces modèles. C'est une contradiction totale avec les impératifs climatiques, car les constructeurs comptaient sur ces hybrides pour éviter les amendes européennes. Maintenant, ils sont pris au piège. Ce climat d'incertitude totale a des répercussions concrètes sur les stratégies des constructeurs. Prenons Renault. Il y a encore quelques mois, c'était l'euphorie. En mars 2025, Renault nous promettait un plan ambitieux, 650 stations de recharge rapide en Europe d'ici 2028. C'était le grand pari de l'infrastructure. Mais la douche froide du marché est passée par là. Renault a constaté que la demande pour l'électrique est tout simplement insuffisante aujourd'hui et installer des bornes ultra rapides, ça coûte une fortune. Si personne ne vient se brancher, c'est un gouffre financier. Alors, discrètement, sans faire de bruit, Renault a supprimé cet objectif de 650 stations. Ils considèrent que ce ne sera pas rentable, ils vont continuer à en poser, oui, mais à un rythme beaucoup plus lent, sans objectif chiffré clair. C'est un signal faible, mais terrible. Quand un constructeur arrête d'investir dans l'infrastructure, c'est qu'il ne croit plus à une adoption massive et rapide à court terme. Si Renault freine, d'autres sont carrément en train de sortir de la route. Parlons du cas Ineos. Ineos, c'est ce constructeur qui a voulu reprendre le flambeau du vrai 4x4 pur et dur, l'héritier spirituel du Defender. Le Grenadier, un véhicule robuste, thermique, fait pour l'aventure. Mais l'aventure tourne au cauchemar industriel. La marque traverse une zone de turbulence extrême. Après avoir dû stopper l'usine pendant 1 mois l'an dernier à cause de la faillite d'un fournisseur, après avoir rappelé 7000 voitures pour des problèmes de porte, Ineos s'apprête maintenant à licencier massivement. Selon The Guardian, plusieurs centaines de postes sont menacés, ce qui est énorme pour une boîte de 1700 employés. Les coupes vont toucher l'administratif au Royaume-Uni et en Europe, y compris chez nous en France. Pourquoi ? À cause de la géopolitique et des taxes encore. Le Ineos Grenadier est fabriqué en Europe, en France, à Ambach, l'ancienne usine Smart. Or, son marché cible, c'était les États-Unis. Mais les tarifs douaniers américains ont frappé de plein fouet les véhicules importés d'Europe et Ineos n'a pas les moyens de construire une usine aux USA pour contourner ces taxes. C'est une petite marque, elle ne vend que quelques milliers d'exemplaires. Résultat, 400 millions d'euros de pertes en 2024. Un propriétaire, Jim Ratcliffe, dont l'empire financier vacille, et des taxes américaines qui n'étaient pas prévues au programme. On voit mal comment la marque va pouvoir s'en sortir intacte. C'est la preuve que dans ce marché mondialisé et surrégulé, les petits constructeurs indépendants sont une espèce en voie d'extinction. Mais revenons à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Si vous voulez voir à quel point les normes écologiques poussent les constructeurs à faire n'importe quoi, regardez ce qui se passe chez Fiat. C'est presque comique si ce n'était pas tragique. Fiat a tout misé sur la 500 électrique. C'était leur grand pari. Sauf que c'est un flop commercial monumental. La voiture est trop chère, le marché ne suit pas. En panique pour sauver les meubles et faire tourner les usines, Fiat a décidé en urgence de remettre un moteur thermique dans sa 500, une sorte de retour en arrière désespéré. Mais attention, pas n'importe comment, ils ont repris le petit moteur essence 1.0 litre Firefly avec une micro-hybridation, jusque-là pourquoi pas, sauf qu'à cause des nouvelles normes européennes draconiennes sur les émissions de CO2, ils ont dû brider le moteur. Littéralement l'étouffer, la puissance tombe à 65 chevaux, c'est moins que l'ancienne version, mais le pire c'est que le système hybride a rajouté 105 kg sur la balance. Moins de puissance, plus de poids, je ne vous fais pas un dessin sur le résultat, les performances qu'on a à performances sont catastrophiques. Fiat annonce un 0 à 100 km/h en 16,2 secondes. 16 secondes, c'est 3 secondes de plus que l'ancienne. La vitesse max plafonne à 150 km/h. C'est un veau, il n'y a pas d'autre mot.
À part la Dacia Spring, il n'y a rien de plus lent sur le marché. Et attendez, la version cabriolet, encore plus lourde, demande 17,3 secondes pour atteindre les 100 km/h. Là, on ne parle plus de plaisir de conduite, on parle de sécurité. S'insérer sur une voie rapide ou une autoroute avec des camions qui poussent derrière, ça va devenir un facteur de stress énorme pour les conducteurs. Le comble de l'histoire ? Fiat a fait tout ça. Ce moteur anémique, cette hybridation bricolée pour éviter le malus écologique. C'était le seul but. Et devinez quoi ? Ça a raté. Avec le nouveau barème CO2 prévu pour 2026, cette Fiat 500, aussi lente soit-elle, se prendra quand même un malus de 280 €. On se retrouve donc avec une voiture à près de 20 000 € l'entrée de gamme, qui est un danger sur autoroute, qui n'avance pas et qui est quand même malucée. À côté, une Dacia Sandero coûte 6 000 € de moins et offre de vraies prestations. C'est l'exemple parfait de la réglementation qui tue le produit. Le client est perdant sur toute la ligne. Heureusement, pour ne pas finir en dépression totale, il reste quelques îlots de résistance. Et c'est du côté de l'Allemagne que ça se passe. Audi vient de confirmer les motorisations de sa future RS6 pour 2026 et c'est une bouffée d'oxygène pour les passionnés. Audi a compris qu'il ne pouvait pas tout lâcher face à BMW et sa M5. Donc oui, il y aura une RS6 e-tron 100% électrique. C'est l'époque qui veut ça. Elle sera basée sur la plateforme PPE 800 volts de Porsche avec grosse batterie et recharge rapide. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Audi conserve le thermique. La nouvelle RS6 sera aussi disponible en hybride rechargeable et pas avec un 4 cylindres, s'il vous plaît. On garde le V8 4.0 litres biturbo sous le capot. Grâce à l'hybridation, la puissance devrait frôler les 780 chevaux. On aura le meilleur des deux mondes, la sonorité et l'allonge du V8 boostée par l'électrique. Elle sera disponible en berline et en break avant, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Bien sûr, transmission quattro, 4 roues directrices, suspension pilotée, la totale. C'est rassurant de voir que dans le haut de gamme, l'ingénierie arrive encore à sauver les meubles, mais cela creuse aussi un fossé terrible. Les voitures passionnantes et performantes deviennent des objets de ultra luxe, accessibles uniquement à ceux qui peuvent absorber le coût de ces technologies complexes, tandis que l'automobiliste lambda se retrouve avec des Fiat 500 bridés et hors de prix. Voilà le tableau de cette fin novembre 2025. Un marché français qui s'effondre à des niveaux historiques, des taxes ITIALES qui paralysent tout le monde, des constructeurs qui naviguent à vue entre licenciements et produits mal calibrés. Ce crise historique n'est pas un vain mot, c'est une restructuration violente de notre mobilité. On empêche les gens d'acheter du neuf, on les empêche de rouler avec du vieux. La question qui se pose maintenant est jusqu'à quand ce système peut-il tenir sans exploser socialement ? J'espère que cette analyse vous a permis d'y voir plus clair sur les vraies raisons de cette chute, au-delà des simples chiffres. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un petit like pour soutenir la chaîne, ça aide énormément l'algorithme à comprendre que ce sujet vous intéresse.